Entre l'Aquitaine et les Pyrénées, la Gascogne. Une terre de châteaux forts qui protège des villages au sommet de collines. Comme ici à Lavardins, en plein cœur du Gers. Un peu plus loin, au milieu des vignes, le château de Herbouc veille sur la campagne depuis 7 siècles. À l'ouest du département, voici Castelmore, le château qui vit naître le plus célèbre des cadets de Gascogne, D'Artagnan le mousquetaire. Et sur une butte, au centre de la région, le Mas d'Auvignon. Un village de 150 habitants, adossé à son château gascon du XIIIe siècle. Un ensemble de bâtiments, autour d'une cour ceinturée de remparts et protégée par 5 tours. Ce château a appartenu pendant 200 ans à une même famille qui l'a vendu en mauvais état à un couple de Hollandais. Mais depuis 3 ans, Walter et Pamela Philippe redonnent à l'édifice toute sa splendeur médiévale. Ceci, c'est un exemple d'une pièce qu'on a restaurée. On a refait l'électricité, on a refait les murs, on a refait le plafond, on a refait la toiture et on a bouché les trous qui étaient au sol. Parce qu'il y avait de grosses trous dans le plancher. On a refait tout. Et je pense que c'est pas mal réussi. C'est pas encore fini, mais c'est la base. Pour mieux comprendre l'histoire de son château, Walter fait appel aux historiens spécialistes de la région. Aujourd'hui, il reçoit la visite de Jacques Lapart, un passionné de château gascon qui n'était pas venu ici depuis 10 ans. Oui, effectivement. Il redécouvre le monument historique après 3 ans de restauration. La dernière fois, Monsieur Philippe, que j'étais venu, on avait beaucoup de mal à lire l'architecture, à lire le plan de l'architecture, puisqu'il y avait de la végétation, de la broussaille, et on ne voyait pas du tout comment se présentaient les constructions. En dégageant la cour, Walter a révélé la structure originelle de la forteresse. L'historien peut désormais mieux voir son organisation. Oui, là le chemin de ronde. Alors ici, les meurtrières sont différentes. Ces deux-là sont mieux construits que ces deux-là. Maintenant, apparaît toute l'originalité de ce château. Un château gascon, c'est un bâtiment rectangulaire avec 2 tours, une à chaque bout. Et c'est avec ça qu'un cadet ou un seigneur de la noblesse gasconne, qui n'a pas beaucoup de moyens financiers, montre qu'il domine le fief dont il est propriétaire. Donc, en général, ça a plusieurs étages, c'est ambitieux, c'est haut, mais ce n'est pas très grand. Ce n'est pas très grand au sol, comme emprise au sol. Alors qu'ici, c'est 4-5 fois plus grand au sol qu'un château gascon. Il y avait un logis seigneurial d'assez jolie qualité, avec toute une série de tours. Ici, on a quelque chose d'unique en Gascogne. Donc, incontestablement, le sire de Fimarcon a eu, fin XIIIe, début du XIVe siècle, l'ambition de construire un château différent. Ici aussi, on a été obligé de mettre la poutre. En réalisant ces travaux, Walter participe à sa manière aux recherches sur le patrimoine de la région. Pour les Gersois, on ne peut que se réjouir de voir l'arrivée de nouveaux propriétaires qui viennent avec des fonds que peut-être les Gersois n'ont pas et qui, avec beaucoup d'amour, vont sauver ce patrimoine qui était, vous le voyez ici, quand même très, très abandonné. Aujourd'hui, Walter et Pamela préparent le vide-grenier du village. Et Walter, tu veux garder ça? Quoi? Le chapeau? Avec ça? Non, le support, oui. On monte, on ne vend pas, mais c'est pour attirer les gens. Quand nous avons acquéri le château, tout le monde disait que c'était rempli de trésors. Il fallait trouver l'argent, l'or en barre et tout ce que tu veux. Mais c'est très drôle. Moi, je ne pensais pas qu'on allait trouver des trucs
comme ça. Mais ce qu'on a trouvé, c'est une vie, tu vois. On a trouvé 2 siècles d'histoire d'une famille. Et ce sont les objets de cette famille que Walter et Pamela vont faire redécouvrir aux habitants du village. Comme tous les ans, ils ont choisi soigneusement leur emplacement au pied du château, juste sous les fenêtres de la tour octogonale. 25, parce que c'est vraiment une pièce unique. Ah oui, c'est pièce unique. Oui, mais tout est unique chez nous. Les premières ventes ont eu lieu et on va essayer de remplir les caisses pour la restauration du château. Vous pouvez me montrer ce que vous allez faire? Oui. Venez. Le nouvel objectif de Walter, c'est de restaurer l'accès d'origine du château. On va faire une pont-levis de 4 mètres de long, plus ou moins. Alors ensuite, ça devient dur et le chemin va tourner pour arriver presque au pied de la tour. Moi, j'aime bien les contacts avec les gens, j'aime bien les contacts avec les villages. Et pour ça, c'est impératif de faire une liaison directe avec les villages, comme c'était dans le temps. Le vide-grenier, c'est un moment important de la vie du village. Chaque famille tient son stand et vient chiner sur les tréteaux des voisins. Marie-Pierre est une enfant du village. Sur le stand de Pamela, de vieux clichés retrouvés au château attirent son attention. Alors ma maman est là. Oui. Et ma tante est là. C'est quelle année alors ça, Marie-Pierre? C'était en 1949-1950. Ah, d'accord. Voilà. Et donc elle avait 9 ans. 9 ans. Voilà, Toute 9 sa ans. classe. C'est qui ça? C'est ton grand copain, hein? Tu crois que c'est Pierre? Ah oui? Il n'est pas frisé. Ça c'est... C'est pas toi ça, Pierre? Je pense que oui. C'est toi? Tu penses que oui? Ça, c'est mon frère. Moi, je devais être au coin puisque je ne suis pas. J'ai dû être puni ce jour-là, tiens. Ça fait 15 ou 20 ans que le château était fermé. Hein. Du fait qu'il ait repris le château, ça a ouvert autre chose dans la vie du village, quoi. Hein. Ça, c'est clair. Ça donne accès à pas mal de choses. Déjà ça, hein. Ouais. C'est clair, c'est clair. Parce que ça, lui, je ne sais pas si on les aurait revus. Ses amis vivent ici depuis l'enfance. Aujourd'hui encore, ils animent le village. Ils font vivre le dernier commerce du Mas d'Auvignon. Le café a été racheté par la mairie il y a 20 ans. Et depuis, tous les week-ends, ils se relaient derrière le comptoir. Marie-Pierre, tu vas pouvoir aller faire le café? Aujourd'hui, c'est au tour de Marie-Pierre et son mari Patrick d'ouvrir le bistrot. C'est tout à fait du bénévolat. Nous faisons partie du comité des fêtes, donc pour l'organisation des festivités, la fête locale, vide-grenier, tout ce qui s'ensuit. C'est important pour la vie du village. Patrick est mécanicien, mais le week-end, il consacre beaucoup de son temps aux associations du Mas d'Auvignon. Je le fais, oui, pour la survie ou pour l'équilibre d'un village, parce que bon, c'est bien qu'il y ait un lieu quand même de convivialité. Hé, Marie. Bon, en terrasse aujourd'hui, c'est bon. Walter est un habitué du café. C'est en liant connaissance ici qu'il a été adopté par les habitants du village. C'est vrai que ce château est resté fermé pendant des années. Le parc, tout ça, c'était... Maintenant, ça devient... C'est vrai que quand on voit la tour allumée de loin, on voit les fenêtres, on voit la clarté, ça fait joli, quoi. C'est bien. J'ai été, comment on dit ça, baptisé ici pendant la fête du Beaujolais, oui. Alors je suis retourné à genoux. Il a laissé le scooter dans la salle. Le village entier a rigolé sur moi, mais c'est pas grave. Et depuis lors, on est là et je ne pense pas que je vais partir. C'est magnifique. Enfin, moi, je suis ravi, je ne peux pas le répéter assez. C'est un village magnifique. Ce matin, les ruelles sont désertes. Et bien que ce ne soit pas encore l'heure de la messe, Walter et ses amis ont rejoint l'église. Patrick est maintenant à pied d'œuvre avec François. Non,
celui-là, il est... C'est le président de l'association de sauvegarde du patrimoine du village. Il a mobilisé ses amis pour donner un coup de main aux travaux de l'église. Francis qui est là, il sonnait les cloches du village. Moi, j'adorais aller sonner les cloches avec lui. Sauf qu'au bout d'un moment, effectivement, le clocher et les paliers étaient en très mauvais état. Donc, bon, en parlant tous ensemble, on s'est dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas quelque chose pour aider à la restauration de cette église en particulier. Voilà. La commune fait appel à des professionnels pour le gros œuvre, mais l'association vient en appui pour certains travaux. Après la toiture, il y a encore pas mal de choses à faire à l'intérieur de l'église, et en particulier toute la partie vitraux, puisque malheureusement, de par l'état des vitraux, tel qu'on peut le constater aujourd'hui, on a encore beaucoup d'oiseaux qui pénètrent à l'intérieur de l'église et créent leur nid. Et donc, malheureusement, ça nous crée effectivement des dégradations au niveau du sol. Donc, l'urgence, c'est effectivement de réparer toutes ces ouvertures, de faire en sorte que l'église arrête de se dégrader. Alors, tout le monde met la main à la pâte, et Walter n'est pas le dernier. Là, je l'ai, fais attention. Voilà, C'est pas lourd, mais ça pique. Alors, attends. 3. On le pose contre la murette, là. Voilà. Ça nous appartient, même si c'est à l'État ou c'est à la commune, ça appartient aux gens qui utilisent et qui vivent à côté. Donc je pense qu'on a aussi un genre d'obligation morale d'y participer. Et moi, je le fais bien volontairement. Je trouve que c'est normal. Et en plus, c'est très, très agréable d'habiter à côté ou dans un village qui est beau, qui a de l'ancienneté, qui a du passé, etc. Bon, écoute, on a bien travaillé. Et pour le groupe, la journée n'est pas finie. Direction le château, où toute la bande de Walter va faire des travaux de force. Vous voyez les sauts? Ils doivent dégager les fondations d'une tour du mur d'enceinte. Ah tiens, il y a un morceau de tuyau, là. C'est quoi, ça? Allez, il y a un trésor, là, tiens. Ah oui, celle-là, elle est pour Pamela. Tiens. Regarde. Tiens, là, vous avez une relique, là. Je voudrais bien vider une salle de garde du château. Elle est remplie avec des gravats. Et le but est de la vider pour pouvoir restaurer les murs et les brèches qui sont dedans. Et dès que ça s'est réparé, bon, la salle sera de nouveau utilisée comme peut-être partie du musée ou des trucs comme ça, pour montrer aux gens. Francis a 61 ans, il a toujours vécu au Mas d'Auvignon. Et cette corvée fait ressurgir ses souvenirs d'enfance. Quand j'étais enfant, avec mon ami, on s'amusait à chercher les souterrains. Bon, on avait 13-14 ans. Et effectivement, dans cette tour, à l'extérieur, on avait creusé. Et à un moment donné, bon, ça sonnait creux, évidemment. Et alors, on a commencé à déceler quelques pierres. Et puis, monsieur Lavatte, le propriétaire du château, est arrivé. Évidemment, il n'était pas très commode. Il nous a filé le dérouillé. Donc, du coup, on a arrêté toutes les recherches. Bon, ben voilà. Mais après, là, en fait, aujourd'hui, je suis content parce que ça me rappelle un petit peu le bon vieux temps, quoi. Après cette grande journée d'efforts, Walter et Pamela invitent tous les travailleurs à partager le repas au château. C'est bien de faire des repas, de travailler ensemble et de partager cette richesse de la passé, que ce soit l'église ou le château ici. On prend du plaisir à faire des corvées. Donc on est peut-être un petit peu spéciaux, mais c'est quelque chose que les gens apprécient et ont plaisir de partager tous ensemble. Et là, c'est le bon exemple ce soir. Vous voyez l'équipe de folie là qu'on peut voir derrière. 3, 2, 1, parti! Avec le château, Walter et Pamela ont acquis 10 hectares de terre dont ils veulent préserver la biodiversité.
Sur son vieux tracteur, Walter fauche la prairie dans le vallon en contrebas des remparts. Moi et Pamela, on entretient nous-mêmes le terrain. Ensemble, on fait que ça devient un bel endroit, bien paisible, sans pesticides et avec beaucoup de nature. Ici, c'est un refuge pour les papillons, pour le gibier, pour les abeilles. Et c'est pour ça que je fauche aussi très sélectivement depuis qu'on est ici. Maintenant, c'est 3 ans. Tous les papillons sont revenus. Walter est encore chef d'entreprise aux Pays-Bas, mais cet amoureux du Gers projette de s'installer définitivement en Gascogne. Bon, regardez-moi ce petit paradis qu'on a ici devant nous. Des fleurs, le paysage. C'est un peu comme le Toscane et le petit Angleterre, tu vois. Ici, il y a tout ensemble. Il y a du patrimoine, des arbres, de la nature. C'est pour ça que j'ai choisi d'être ici et je trouve que c'est magnifique. Pendant que Walter aménage son conservatoire d'insectes, Pamela prend soin des plantes dans la cour du château. Ici, c'est mon jardin. En fait, c'est un endroit, c'est comme un cœur ou un palais. Et maintenant, je dois tailler les choses pour avoir justement la vue. Pamela aime tellement l'endroit qu'elle a choisi de s'installer ici à plein temps. On a un rythme de la vie qui est agréable, pas trop vite. Nous, on vient du Nord, on est toujours pressé, j'ai l'idée. Et ici, le rythme est très agréable. On prend le temps pour tout. C'est bien. On a appris ça. Walter est toujours en quête de nouvelles découvertes. Cet ancien collectionneur de voitures est un amoureux du patrimoine gascon. Quand il s'échappe de chez lui au volant de sa vieille décapotable, c'est pour explorer les beautés architecturales de la région. Pour en découvrir de nouveaux secrets, il a demandé à Jacques Lapart de l'accompagner à Auch sur les routes des comtes d'Armagnac. Il y a des endroits magnifiques, hein. Surtout des petits villages qui sont méconnus, tu vois. Il faut circuler d'ailleurs sur les petites routes. Il faut très souvent regarder les sommets de coteaux, les sommets de collines. C'est là qu'on va voir les petits châteaux et les villages fortifiés qui s'installent en hauteur parce que c'est plus facile à défendre. Au cours de leur promenade, ils passent au pied du château de Lavardins. Un parfait exemple de ces castelnaux du sud-ouest, avec son village adossé au château. Construit au XIIIe siècle, ce fief des comtes d'Armagnac est soumis par l'armée de Louis XI et en partie détruit au XVe siècle. Il est ensuite remanié par le duc de Roquelaure, qui en fait un château d'agrément. C'est à lui que l'on doit ces colonnes en trompe, véritable prouesse d'architecture du XVIIe siècle. À 50 km de Lavardins, au bord du Gers, Auch, la capitale de la Gascogne. Une ville qui doit sa beauté à la noblesse d'église. Un des plus puissants archevêchés de France. Sa cathédrale est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Jacques emmène Walter à la découverte du palais archiépiscopal,
reflet de la richesse du clergé d'Auch dans l'Ancien Régime. On rentre dans le palais des archevêques d'Auch. Tu vois que c'est quand même une très grande construction, une très grande bâtisse, et surtout qui est liée avec la cathédrale, qui était évidemment pour les archevêques un élément très très important. Et depuis ce palais, les archevêques avaient un passage direct par le premier étage. Ils allaient directement dans la cathédrale. C'est au XVIIe siècle que les archevêques font édifier un palais à l'image des grands hôtels particuliers parisiens. Ils engagent Leblon, un architecte du roi, pour bâtir cette demeure classique, avec une grande façade, des pilastres corinthiens et des toitures cachées par des balustrades. Grâce à Jacques, Walter peut découvrir l'intimité des archevêques de l'époque et leurs appartements, aujourd'hui fermés au public. Quand je vois tout le luxe ici, les gens ici vivaient comme des princes ou comme des religieux? Alors, tu vois, des religieux, on est loin du Moyen-Âge. Et il ne faut pas du tout penser, comme tu le fais peut-être souvent, comme pensaient les protestants d'Europe du Nord, les Hollandais, les Allemands. Non, on est dans le midi de la France, on est dans l'Ancien Régime. Les archevêques sont des grands seigneurs. Ils vivent dans des palais comme les aristocrates de l'époque. Ils vivent ici avec au moins une cinquantaine de personnes. C'est une vie de luxe, c'est une vie de réception. Un évêque, un archevêque donne des soirées comme une grande dame de l'aristocratie française. Attenante au palais, l'église est à la mesure des moyens des archevêques d'Auch. La cathédrale Sainte-Marie est un vaste édifice à 3 nefs de 102 mètres de long. 2 siècles ont été nécessaires pour achever sa construction. Son style flamboyant est fortement influencé par la Renaissance. Remarquable pour ses vitraux, elle possède en son cœur un véritable bijou de menuiserie. Un ensemble rarissime de boiseries sculptées représentant plus de 1500 personnages dans un état de conservation unique. Ici, tu as la chance de pouvoir regarder un chœur entièrement fermé, alors que très souvent, il y a eu des débats au XIXe et au XXe siècle pour éventrer le fond de ces stalles de façon à ce que les fidèles voient la messe depuis la nef. Et ceci, ce sont les fameuses miséricordes? Voilà, tu vois que ce sont donc ces sièges articulés et que l'on remontait pendant les offices qui étaient très longs, hein, les messes étaient très longues, et donc les vieux chanoines fatigués avaient le droit de se reposer en s'asseyant sur cette partie-là que l'on appelle donc la miséricorde. Tu penses qu'on pourrait aller voir pour voir l'église du haut vers le bas ou... Allez, on va voir si on peut ouvrir ça. Avec Jacques, Walter peut accéder au triforium. Les promenoirs réservés aux familles nobles qui offrent une vue exceptionnelle sur les travées et le chœur. Tu vois, le grand chœur, et au fond, donc, la grande nef de la cathédrale, jusqu'à l'orgue. Allez, Walter, on monte le bel escalier à vis, tu as vu, une vis creuse. Et sur le toit, oh là là, c'est magnifique. Une autre surprise attend Walter. C'est incroyable. On voit la tour. Tu vois la tour d'Armagnac, la partie haute de la tour d'Armagnac, les arbres de la place Salinis, au fond la façade du collège des Jésuites, donc du XVIIIe, et à droite la tour Nostradamus, puisque Nostradamus aurait enseigné au collège. Nous quittons le Gers, direction les Landes de Gascogne.
Une extraordinaire côte littorale qui s'étend de Bayonne à l'embouchure de la Gironde, en passant par le bassin d'Arcachon. Un paysage somptueux né de la rencontre entre la terre et la mer. 200 km de dunes avec pour emblème la dune du Pilat, la plus haute d'Europe. Mais ce milieu est fragile. Il est l'objet d'une attention permanente. Toute l'année, l'Office national des forêts veille à sa préservation. À bord de cette ULM, Gilles Granereau effectue un repérage photographique dans la région de Mimizan pour mieux observer le développement des plantes sur la dune. J'ai toujours été passionné par le milieu littoral depuis que je suis à l'ONF. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé par le biais de la botanique d'abord, et puis ensuite par le biais aussi des paysages. Aujourd'hui, Gilles s'intéresse à une zone très particulière de la dune blanche. Alors sur le haut de plage pousse une végétation assez basse qui est très dynamique, qu'on appelle la dune naissante, la dune embryonnaire. C'est une dune qui évolue naturellement au fil des érosions marines et des apports de sable. En quelques centaines de mètres, la végétation de la bande côtière évolue très rapidement. À la dune blanche et ses plantes rases succède une frange d'arbres rampants, tordus par les vents. C'est un véritable bouclier qui protège la forêt de pins des attaques du sable et des embruns salés. Tous les jours, Gilles observe les transformations incessantes de ces différents paysages. Un amour pour cette région dont il a fait son métier. C'est une chance de pouvoir justement effectuer ce genre d'opération sur un milieu qui me passionne bien sûr, hein, et qui en plus est un milieu unique. De retour au sol, Gilles poursuit son observation. Pour assurer la protection des trésors de la dune, il recense les espèces vivantes et suit leur évolution. Parmi les plantes qui poussent ici, 8 espèces intéressent particulièrement Gilles. Elles sont aujourd'hui protégées. Alors par exemple, cette plante-là, moi je l'appelle souvent l'Edelweiss de la dune. C'est une plante adaptée à la dune. On le voit, on est près sur le haut de plage, elle retient bien le sable. C'est une espèce qui avait à un moment relativement disparu. Et grâce aux mesures de protection qui ont été mises en œuvre, on la voit maintenant se développer un peu partout. Cette végétation-là est vraiment remarquable parce qu'on est à 2 pas de l'océan et on a là un ensemble de plantes qui sont endémiques, c'est-à-dire qu'on va les trouver ici et nulle part ailleurs à la surface de la Terre. Les scientifiques ont recensé 15 espèces de plantes endémiques sur la dune, des plantes fragiles qui ont dû développer de véritables stratégies pour pouvoir vivre sur le sable. Alors, nous sommes dans un milieu difficile, hein. Difficile, il y a du sel, il y a du vent, il y a du sable, etc. Et les plantes sont obligées de s'adapter. Donc, elles trouvent des astuces qui leur permettent de survivre dans ce milieu. Et parmi ces astuces, il y en a une qui est assez intelligente, qui consiste à se mettre un manteau de laine par-dessus. Ce sont ces poils blancs que l'on voit, qui permettent à la plante de limiter la transpiration, d'absorber de l'eau quand il pleut, quand le temps est humide, et en même temps de se protéger quand il y a un coup de vent, quand il y a du sable qui passe, ça évite d'abîmer la feuille. Quand on vient ici en vacances, sur la plage, on ignore la plupart du temps cette richesse et il faut à un moment donné arriver à la sauvegarder pour qu'on puisse la transmettre et que dans 100 ans, 1000 ans ou je ne sais combien, on ait encore une diversité aussi exceptionnelle.
Nous sommes fin juin et l'été n'est pas encore là, mais la plage se prépare déjà à l'arrivée des milliers d'estivants. C'est le grand ménage de printemps de la saison touristique. Le sable est passé au peigne fin par des machines très efficaces, mais qui ratissent tout sur leur passage. Alors, sur les conseils de l'ONF, une équipe nettoie une partie de la plage à la main. Il y a des jours, on se demande s'il n'y a pas des conteneurs qui sont tombés. Ah, ça, c'est un leash de surf. Ouais. Voilà, il n'y a pas le surfeur au bout, c'est bon. Il réalise un tri sélectif pour conserver certains éléments indispensables à la vie de la dune. Voici ce qu'on appelle des laisses de mer. Alors, des laisses de mer, ce sont des déchets, pour certains. Nous, on les appelle laisses de mer, mais ce sont des déchets d'origine naturelle. Bon, ici, on a une ronce, un morceau de ronce, par exemple. Ça ne vient pas de la dune, ça. Ici, on a un morceau de bois, ça, c'est une écorce. Là, il y a un petit escargot qui vient de la dune, lui. Bon, donc, toutes ces laisses de mer, elles sont très utiles au développement des plantes que l'on a ici, hein, qui vont vivre par la décomposition de ces bois et qui sont utiles aussi aux insectes, aux animaux que l'on peut trouver en dessous. Il est impensable de nettoyer cette zone-là avec des engins mécaniques, parce que si on passe une cribleuse ici, toute la végétation, toutes ces plantes-là, il y a du chien-dent, il y a du liseron, tout ça, ça va disparaître. Cet espace protégé par les forestiers est aussi le domaine d'un animal rare. Le lézard osselet est le plus gros lézard d'Europe. Menacé et protégé, il ne subsiste qu'en région méditerranéenne et ici, sur la dune des Landes. À tous les coups, il va s'être caché là-dedans. Gilles accompagne les biologistes d'une association de protection de la nature qui veulent capturer cet animal discret. Ça, je pense que c'est un abri temporaire. La capture n'est pas toujours facile et réserve parfois des surprises. Oh oui, magnifique. Donc là, c'est pas un lézard osselet, mais c'est une coronelle girondine. Une petite couleuvre, en fait, des milieux méditerranéens, qu'on retrouve aussi dans les mêmes milieux que le lézard osselet. C'est une petite couleuvre qui se nourrit essentiellement que de lézards. Hop, je vais la placer sous son caillou. Voilà. Mathieu Béronneau est un spécialiste des reptiles et des amphibiens. C'est lui qui dirige les recherches sur le lézard osselet dans les Landes depuis 2008. J'en ai une, c'est bon. Une petite femelle. Ce lézard s'appelle lézard osselet puisqu'il présente des ocelles bleues qu'on voit bien là sur les flancs. Ce lézard il est menacé essentiellement par la destruction et la dégradation de ses habitats. Sur le littoral, c'est plus de la dégradation d'habitats suite à la surfréquentation par le tourisme, parfois par l'arrivée d'agglomérations qui gagnent de plus en plus sur la dune grise, qui est l'habitat du lézard osselet. Pour protéger le lézard et son habitat, Mathieu tente de mieux comprendre ses habitudes de vie. Là, on va équiper le lézard d'un émetteur pour faire un suivi donc sur le long terme. C'est des émetteurs qui durent plusieurs mois. Ce petit émetteur envoie un signal qu'on peut identifier grâce à une antenne et on peut comme ça retrouver tous les déplacements de l'individu. On peut savoir où il passe l'hiver, où la femelle va se reproduire, quels sont ses déplacements journaliers, quels sont les habitats qu'il utilise, les micro-habitats qu'il utilise. Donc ça permet de répondre à toutes sortes d'informations. Les résultats de cette étude sont très intéressants pour nous parce qu'ils nous permettent déjà de voir au niveau d'un site dunaire dans quel état de conservation se trouve la population. C'est vraiment super d'avoir de tels outils qui nous permettent d'adapter nos techniques de protection des espèces. Durant des siècles, ce paysage n'a cessé de se transformer. Les dunes poussées par le vent
se déplaçaient sur plusieurs kilomètres et ensablaient l'intérieur des terres. Alors, en 1822, l'État a engagé une grande campagne de travaux pour protéger la Gascogne. Des palissades de bois sont posées parallèlement à la côte. Au fur et à mesure de leur ensablement, elles sont régulièrement rehaussées. 60 ans ont été nécessaires pour édifier cette dune de 10 mètres de haut sur toute la côte aquitaine et assainir des centaines de milliers d'hectares de marais. C'est ainsi qu'à l'abri de cette dune, 50 000 hectares de pins maritimes ont été plantés, une forêt de production gérée par l'ONF. Bon, on va se mettre en position sur la petite ligne de crête là-bas en haut de la dune. Ouais, ok. C'est la limite de parcelle. Hein. Comme ça, on y va directement et on revient vers là. D'accord. Aujourd'hui, Gilles et ses collègues font une campagne de martelage. Une opération réglée comme une chorégraphie, au cours de laquelle les forestiers choisissent certains arbres à abattre. Yves Boyer dirige la manœuvre. Dans un martelage, nous nous disposons en ligne, un peu comme une troupe qui avance de front, à peu près un espacement d'environ 10 mètres dans ce genre de peuplement, parce qu'il y a de la fougère, on ne se voit pas trop bien. Et donc, moi, je suis le premier de virer, je suis donc le guide. Je fais mon marquage sur la droite des arbres pour que les collègues qui se situent à ma droite puissent voir le travail que j'ai fait. Cette parcelle de bois sera entièrement rasée dans 10 ans. Mais aujourd'hui, les forestiers marquent les arbres tordus ou cassés qui doivent être abattus rapidement. Et en se répartissant sur toute la parcelle, ils équilibrent aussi la coupe. Le but recherché, c'est d'arriver à la fin à avoir un peuplement relativement clair avec les plus beaux spécimens. Et ça, on peut l'illustrer par des exemples comme ici. Lorsqu'on débroussaille, eh bien, on a des pins qui apparaissent comme celui-ci. Et à la coupe rase, on va avoir des petits pins comme ça, tous les mètres, tous les 50 cm. Et la forêt sera renouvelée, on pourra couper les arbres en place. Les forestiers veillent aussi à préserver l'un des plus vieux habitants de ces bois, le chêne-liège, véritable richesse de la forêt gasconne qui a bien failli disparaître. Amidou, Romain et Benjamin travaillent dans une coopérative forestière. Pendant 15 jours, au mois de juillet, ils lèvent le liège. Une opération délicate qui consiste à déshabiller l'arbre. Bon, nickel. Voilà. On essaie de trouver des fentes naturelles comme ici. Et on va s'en servir pour donner les coups de hache dedans. C'est là où il est le moins épais, donc ça sera le plus facile pour nous. Donc là, ça marche, on entend le bon bruit. C'est-à-dire quand on donne le coup de hache, il y a une grosse partie de la plaque qui est en train de se décoller. Donc tout ça, c'est impeccable. Et le plus délicat, c'est quand on donne les coups de hache, d'arriver à bien les doser pour éviter de ne pas blesser ce qu'on appelle la mère, là, la partie lisse qu'on voit ici. Et après, on a des plaques qui sont un peu résistantes. Donc il faut forcer un peu plus que d'autres fois. Alors bon, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais bon, avec l'entraide, ça va assez vite. Benjamin et ses collègues ont dû réapprendre ces gestes, car l'exploitation du liège avait cessé ici depuis 50 ans. Mais aujourd'hui, des amoureux de ce patrimoine ont décidé de se battre pour relancer la collecte. Ça va bien ? Comment ça va, Jérôme ? Ça va ? Christian Cave et Henri Garcia Cuenca dirigent 2 des derniers ateliers de liège en Gascogne. Ils s'engagent depuis 8 ans pour valoriser cette richesse locale. Il était temps de le lever, hein. On aurait dû le lever déjà depuis tellement longtemps. Il n'a pas été levé depuis 20 ans, 30 ans, ce liège. Au moins. Minimum 30 ans, oui. On ne peut plus supporter de se dire qu'à chaque fois qu'on fait une coupe rase
dans la forêt des Landes pour exploiter le pin, on enlève tous les chênes-lièges. Donc nous, on s'est dit, on va faire en sorte que le chêne-liège qui fait partie de notre patrimoine, c'est le patrimoine du Marensin, c'est le patrimoine de Souston. Eh bien, nous, on veut que ce chêne-liège continue, perdure, et qu'il continue de pouvoir être exploité pendant des générations encore. Grâce à ce combat, les ateliers de Souston, comme celui d'Henri, peuvent à nouveau travailler le liège de la région. Il est aujourd'hui utilisé pour la décoration, l'isolation et même des pièces de haute technologie pour l'aviation. Mais les bouchons restent la base du métier. C'est par amour de cet artisanat qu'Henri Garcia Cuenca a repris, il y a 20 ans, un des plus anciens ateliers de Souston. On fabrique toujours les bouchons comme hier. Les techniques n'ont pas changé, elles n'ont pas évolué. Alors, c'est simple, on prend des balles de liège, on fait bouillir les planches, ensuite on va tuber, on va faire de façon très simple des cylindres, et ces cylindres, on va ensuite les poncer, les rogner pour en faire des beaux bouchons cylindriques. Le liège est un matériau qui est facile à travailler tout en étant délicat. Il a besoin d'amour, si on veut l'utiliser avec toutes ses possibilités. Les arbres qui prodiguent ces richesses ne subsistent que grâce à la protection de la dune. Mais la mer tente toujours de gagner du terrain. Par endroits, comme ici au Petit Nice, du côté de la Teste, la dune a même complètement disparu, laissant la forêt sans protection face à l'océan. Gilles retrouve son collègue Jean-Pierre Duval pour faire le point sur les conséquences de l'érosion ces dernières semaines. Donc c'est un relevé qui permet de voir justement comment ça évolue. Ça recule, ça avance. Là ici on arrive justement à une limite qui n'est pas trop marquée. Je le fais une fois par mois au moment des grosses marées, les marées donc les plus fortes du mois. Et puis on les relève régulièrement. Donc, et puis comme tu le vois ici, ça a quand même assez bien reculé, on est à vif. On peut voir que cette avancée, cette falaise-là, c'est pas, comme le disent certains, la dune qui s'effondre. C'est tout simplement l'océan qui prend la dune. Il récupère la dune par cette érosion marine, il récupère le sable, et donc la dune n'existe plus. Elle est partie, puisque là on tombe directement sur la forêt. Donc avant il y avait une dune, il y avait une plage, et aujourd'hui, on le voit, la plage, il ne reste plus rien. Donc là, c'est un milieu extrêmement, qui évolue très vite, qui est soumis à une érosion intense et contre laquelle on ne peut rien faire, tout simplement. La force des vagues qui déferlent sur la plage creuse la dune en faisant apparaître de curieuses plaques noires. Alors ces plaques, ce sont des plaques de tourbe. Hein. C'est une espèce de charbon de mauvaise qualité qui correspond à un ancien sol. Un sol qui date à peu près d'environ 2000 ans. Vous voyez, quand on en arrache un peu, on retrouve d'anciennes plaques d'écorce. Alors il y a de tout, il y a de l'écorce de pin sylvestre, de pin maritime. On a des feuilles là qui sont marquées dans la tourbe. Donc c'est des plaques qui recouvrent la plage et qui sont apparentes justement quand la plage est fragile et s'érode. Les forestiers ne peuvent arrêter la mer.
Mais l'érosion de la dune ne provient pas seulement des vagues. Nous sommes maintenant début juillet. Les vacanciers commencent à arriver. Alors, pour éviter le piétinement de la dune, les équipes de l'ONF posent des kilomètres de caillebotis entre la route et les plages, afin de canaliser les passages. Le bout, parce qu'on avait des soucis avec le talus. Donc c'est parfait, ça va être prêt donc pour l'ouverture, puisque là on est le 2 juillet, donc ça y est, le boom c'est ce week-end. Donc on est dans les clous, donc bon, il reste à finaliser les clôtures, un peu la signalétique, et puis voilà, donc ça y est, le chantier est en place. Caillebotis et clôtures sont installés pour protéger une herbe indispensable à la stabilité de la dune, le gourbet, que les forestiers repiquent en hiver. Une plante aux qualités exceptionnelles. Plus il y a de sable et plus la plante pousse. On a un exemple qui est très parlant puisqu'on a une touffe de gourbet ici qui s'est bien développée. On a derrière une butte qui s'est formée. Et vous voyez, devant, le sable est beaucoup plus bas et derrière, le sable est retenu. Et c'est comme ça qu'on arrive, en installant les pieds de façon judicieuse, on arrive à fixer les sables. C'est la plante magique des dunes, quoi. C'est la plante qui est là où elle doit être, quoi, et nulle part ailleurs. À quelques kilomètres à l'arrière de la dune, un autre espace sauvage. Le lac de Biscarrosse. 13 km de long pour 10 de large. C'est l'un des plus grands plans d'eau douce de France et l'endroit idéal pour pratiquer l'hydravion. Aux commandes, Jean Meyer. Il est pharmacien et vit au bord du lac depuis 30 ans. Le décollage de l'eau, c'est un moment un peu pointu, difficile, c'est pas gagné à chaque fois. Souvent, quand j'étais gamin, en voiture, je croyais que j'allais décoller. Et là, je décolle pour de vrai, puis la piste c'est immense. C'est toujours magique quand les deux flotteurs quittent le lac et en quelques secondes on se retrouve quelques mètres au-dessus du lac. Alors là, quand on est en vol, c'est une totale liberté, on fait corps avec la machine, on est au-dessus du lac, on voit tous les détails, c'est du pur plaisir dans des moments pareils. Quel magnifique lac, quelle belle invention l'hydravion. Ce vaste plan d'eau protégé des vents par la dune a incité le grand avionneur Latécoère à construire à Biscarrosse, en 1930, une base pour assembler ses hydravions. Aux commandes de ces prestigieux appareils, des aviateurs de renom comme Saint-Exupéry, Mermoz ou Guillaumet créent la légende. Des lignes de transport de passagers sont ensuite ouvertes. Plus de 120 paquebots déserts décollent du lac en direction des 4 coins du monde. Air France ouvre même une ligne régulière entre Biscarrosse et les Antilles pendant 2 ans.
Mais après la Seconde Guerre mondiale, l'avion terrestre supplante l'hydravion. Les infrastructures sont démantelées et seuls les passionnés continuent ici de faire vivre cette histoire. Biscarrosse reste avec Marignane, l'une des 2 seules hydrobases françaises. Tous les 2 ans, un meeting aérien rassemble ici plus de 50 hydravions venus du monde entier. Appareils légers de fabrication artisanale, prototypes innovants et pièces historiques enchaînent les démonstrations. Et on l'attaque par l'avant. Par l'avant, oui. En fait, il vaut mieux arriver tout doux parce que ça évite les remous, les manips. Depuis 20 ans, Jean se bat pour le renouveau de la base de Biscarrosse. Alors avec son bateau, il donne un coup de main à l'organisation du meeting. L'occasion d'approcher des avions de légende. C'est bon là? On est en train d'amener le capitaine à bord du Catalina pour laisser le Catalina faire sa démonstration. Le Catalina, c'est un symbole pour les amateurs d'hydravions. Cet appareil américain, conçu dans les années 30, servait encore il y a 10 ans comme bombardier d'eau. Mais cette année, le clou du spectacle, c'est cet hydravion venu spécialement des États-Unis. Une réplique du Sikorsky 38B qui excite la curiosité de Jean. Cet appareil permit à Lindbergh d'ouvrir la ligne aéropostale entre les États-Unis et l'Amérique du Sud en 1930. Quelques années plus tard, l'avion est peint avec des rayures zébrées pour ne pas effrayer les populations locales lors des expéditions africaines. Au fil des meetings, Jean a noué des amitiés avec d'autres mordus d'hydravion. C'est l'année. Ça fait longtemps que... Il y a combien d'années que tu es venu? Ça fait 3 ans. Cette année, Danny est venu avec un ami norvégien, propriétaire d'un avion emblématique, un Beaver. Le Beaver, c'est le top de l'hydravion. D'ailleurs, quand on fait une image d'hydravion, souvent c'est un Beaver. Jean est invité à faire un tour à bord de l'appareil par Cyrus, le propriétaire. C'est extraordinaire, c'est la première fois que je monte dans un avion comme ça, c'est la première fois que je touche même un Beaver. Monter dans un Beaver, toucher un Beaver et se mettre aux commandes, c'est un rêve de tout pilote d'hydravion. À bord du Beaver de Cyrus, Jean est au cœur du ballet aérien des avions en démonstration. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce qu'il y a pas mal de monde. Donc ça demande une vigilance très importante. On va survoler l'esplanade d'Atecoer. De ce point de vue exceptionnel, Jean peut faire découvrir à son pilote norvégien les lieux historiques du bord du lac. Et on survole l'hôtel Air France, là, où les passagers des vols transatlantiques attendaient le départ de l'avion avant de partir et de traverser l'Atlantique. Là, on voit la base, l'ancienne base Air France, les Ortiquets. On longe le littoral, on est arrivé jusqu'à l'océan. Donc, vous voyez ce cordon dunaire qui est magnifique avec la dune du Pilat qui se profile là-bas.
quelques minutes, Jean et Cyrus survolent l'entrée du bassin d'Arcachon. Avant de continuer leur vol le long du littoral. Avec ses grands espaces encore peu fréquentés, la côte landaise est un paradis pour les amateurs de nature. Elle attire les amoureux des vagues et des sports de glisse de l'Europe entière. Une émulation qui a fait éclore ici de nombreux talents. Émilie Libier est championne d'Europe de surf. Toute l'année, elle enseigne sa discipline aux enfants à Vieux-Boucau. Allez, on revient vers le bord. Alors là, ce qu'on va faire, on va refaire un exercice de body surf. Et vous allez essayer d'aller un petit peu moins loin. Mais par contre, le but du jeu, ça sera de surfer le plus longtemps possible, d'accord? Et de venir me toucher la main comme ça, ok? Donc vous allez un petit peu moins loin de l'eau jusqu'ici. Mais par contre, je vais vous voir longtemps dans la vague, d'accord? Comme des petits poissons. Allez! C'est un plaisir d'enseigner parce que je suis passionnée par le surf et de voir des tout petits qui commencent et qui, dès qu'ils prennent une vague, ils sont tout émerveillés, ils ont juste envie de repartir surfer. Ben, c'est super, quoi. Waouh! Regarde où tu vas! Youhou! Attention! J'ai grandi ici, sur les plages landaises. Et c'est un milieu que j'aime parce que je suis née là. Et puis c'est assez beau, il y a des kilomètres de plage à perte de vue. Et le fait que ça soit du sable, ça change tout le temps. Donc du coup, c'est ce qui fait son charme. Émilie reste vigilante, car si le littoral landais est un immense terrain de jeu, il présente aussi des dangers redoutables. Le sable déplacé par l'océan forme de véritables pièges, appelés baïnes en gascon. Les baïnes sont les trous d'eau qui entourent les bancs de sable. Elles semblent calmes, mais sont parcourues de violents courants qui peuvent entraîner très rapidement les baigneurs au large. Tout le littoral aquitain est configuré par l'alternance de baïnes et de bancs de sable. Sur les longs kilomètres de plage, ça s'enchaîne. On a un banc de sable, une baïne, un banc de sable, une baïne, ok? Donc là, il y a des bancs de sable avec des vagues. Là, il y a des baïnes avec... Pas de vagues. Avec un gros trou d'eau et avec beaucoup de... Donc on va surfer où? Au banc de sable. Au banc de sable. Et si on veut se baigner, on va où? Eh bien, on va au banc de sable. Super. Le surf, c'est pas comme quand on va au foot ou au tennis où on a toujours le même terrain de jeu. Là, on arrive tous les matins et c'est différent. Donc pour être un bon surfeur, il faut aussi bien connaître les bancs de sable, les courants, les changements de météo. En fait, pour exercer le surf, il faut bien connaître le milieu pour en faire en toute sécurité et puis pour s'amuser un maximum. Frédéric Compagnon est un ami d'Émilie, surfeur professionnel. Depuis quelque temps, il revient aux sources de son sport avec un surf en bois sans dérive qu'il fabrique lui-même. Dans son atelier de Cap-Breton, Frédéric recrée à sa manière les planches des premiers temps, héritées des Hawaïens. Pour fabriquer ces planches, Frédéric n'utilise pas n'importe quel bois. Il a choisi des peupliers des Landes tombés lors de la tempête Klaus en 2009. Ce bois a une valeur particulière parce qu'il vient d'une tempête, c'est-à-dire qu'il n'a pas été coupé avec des machines. Il est tombé tout seul, c'est la nature qui l'a fait tomber. Et à chaque fois que je suis dans l'eau, j'y pense. Je me dis, ce bois, il a vibré avec une des plus grosses tempêtes que la région ait connue. Et j'y pense souvent quand je suis dans l'eau.
Ça, c'est la base du surf. C'est avec ça que le surf a commencé. Et ça, c'est pas que à Hawaï, hein, c'est dans le monde entier. C'est clair que les Hawaïens, eux, ont poussé le sport plus loin. Ils se sont mis debout, ils ont fait des manœuvres et tout. Mais on retrouve ce genre de planches pas travaillées comme ça, mais on les retrouve en Papouasie, en Indonésie, en Afrique. Le surf vient de l'Hawaï, certes, mais un bout de bois comme ça, qui sert à prendre des vagues, c'est dans le monde entier. Les meilleures vagues ne se trouvent pas forcément au bout du monde. Et pour les dénicher en Gascogne, Émilie, Frédéric et leur ami Vincent n'hésitent pas à sortir des sentiers battus. Faut pas oublier un seul moment qu'on est pieds nus. Pour faire du surf, il faut se lever généralement assez tôt. Parce que comme ça, on profite des jolies vagues. Le vent s'est pas encore levé. Donc c'est plus agréable de surfer dans ces conditions-là. Et puis c'est plus agréable, il y a moins de monde dans l'eau. Et donc on a les vagues pour nous. Waouh! C'est beau, c'est beau. C'est apprécié. Ce matin, ils nous font découvrir leur spot favori. Nous sommes au débouché du courant du Chay. Un fleuve côtier qui serpente le long de la dune. 6 km d'eau douce qui relie l'étang de Léon à l'océan. Une réserve naturelle d'une beauté exceptionnelle. On a la chance de pouvoir vivre dans un cadre très beau. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui sont aussi jolis et où on a la chance de pouvoir vivre toute l'année quand même. Donc oui, je prends ça comme une chance. Je voyage pas mal et j'ai vu des endroits où il fait chaud, où l'eau est transparente, où il y a des vagues incroyables. Mais jamais je quitterai cette région parce que d'abord je suis originaire d'ici, donc tous mes copains sont ici, ma vie est ici, ma famille est ici. Et partout où j'ai voyagé ailleurs, on sent bien dans l'eau que c'est pas comme quand on est à la maison. Elle est jolie là, à la droite. C'était bon l'inside, hein? À l'arrivée sur la plage, les surfeurs ne se jettent pas à l'eau, car une bonne session commence sur le sable. Au lieu de s'épuiser pendant 3-4 heures dans l'eau, à attendre que ce soit le bon moment, on surveille au bord de l'eau. Et hop, quand on sait que c'est bon, on y va pendant 1 heure à fond. Et là, on optimise notre session de surf. Retour dans le Gers, au cœur de l'été. Sur la route des Vignes, au nord du département, se dresse la Ressingle, un ensemble de fortifications bâties au XIIIe siècle par les abbés de Condom, un des plus beaux villages de France.
Depuis l'époque gallo-romaine, la Gascogne est une terre de vignobles. Des vins issus de différents cépages que l'on distille à partir du Moyen-Âge pour obtenir une des eaux de vie les plus réputées, l'Armagnac. Autrefois artisanale, la production s'est uniformisée pour conquérir le monde. Et les grands domaines s'exportent maintenant jusqu'en Chine. Il subsiste pourtant de petits producteurs qui ont à cœur de faire vivre les traditions artisanales. À Montréal du Gers, à 40 km d'Auch, Jean Ladevèze et son fils Alexandre dirigent une exploitation familiale. Sur leur petit domaine, ils cultivent 6 variétés de raisins et remettent en culture des cépages oubliés. Ce matin, ils replantent une vigne, un travail méthodique. C'est bon? Oui. Ah là, on est en train de tracer pour faire les marques pour pouvoir planter. Donc on tire au droit. On termine celui-ci, mais après on reprend en bas, on s'arrête, c'est trop mouillé là. Jean est né au domaine, sur cette terre. Et quand il en parle, certains mots lui viennent en gascon. Ici, bon, c'était les prairies, dans les zones où il y avait de la pierre. Alors c'est un peu pays rusquette, c'est plus lourd. Mais enfin, c'est un très bon terrain pour la vigne, qui est très riche en matière organique. Ma famille fait de l'Armagnac bon, depuis que l'alambic existe, hein, puisqu'on est fils, petit-fils, arrière-petit-fils, arrière-arrière-petit-fils de vignerons. D'ailleurs, je me souviens, mon grand-père, il ne parlait pas d'Armagnac, il parlait d'eau de vie. Il y avait la clé du chai, c'était la clé du chai de l'eau de vie. Parce que bon, l'appellation Armagnac est assez tardive, elle est venue du temps d'Armand Fallières en 1909, qui était le président de la République, voisin d'ici à une dizaine de kilomètres. À l'époque, Armand Fallières, dont les parents étaient viticulteurs, veut mettre de l'ordre dans la production de l'Armagnac. Il définit précisément la zone d'appellation et sa division en 3 régions, Haut et Bas Armagnac, ainsi que la Ténarèze, dans laquelle se trouve la propriété de Jean et Alexandre. Pour repiquer la vigne, il faut faire des centaines de trous à la main. Alors, Jean a appelé du renfort. Dominique et Alain sont des voisins, viticulteurs à Montréal, mais surtout des amis de longue date. Oh, mais oui. Quand Jean nous a appelés pour nous dire venez nous filer un coup de main, on y a répondu oui de suite, malgré qu'on trouve quelques cailloux et que peut-être qu'on repartira avec quelques ampoules ce soir. Mais le plaisir est là, donc on en profite. Sur cette parcelle, Alexandre se lance dans une expérience. Il a retrouvé des plants de mosaque rosé, un cépage difficile à travailler, abandonné il y a 30 ans dans l'Armagnac. Pour se distinguer, il fait le pari de le réintroduire sur le domaine familial. C'est un cépage qu'on n'utilise pas du tout dans le coin, mais ça fait partie de l'encépagement armagnacais. Et comme notre politique, nous, c'est d'avoir un maximum de palettes aromatiques, donc ça vaut le coup d'essayer. Pour bien se démarquer donc, des autres, on est obligé de faire des choses différentes, puisqu'on est une petite exploitation. Donc, on n'a pas peur de prendre des risques sur ce type-là, puisque bon, on est engagé dans l'Armagnac. C'est comme un sacerdoce, c'est comme être curé, c'est pareil. Donc il faut aller jusqu'au bout des choses. Les Ladevèze veillent aussi sur les plus anciennes vignes du domaine. Elles produisent des vins remarquables, mais leurs rendements sont très faibles. C'est pourquoi la plupart des viticulteurs choisissent de les remplacer. Alexandre, lui, prend soin de cet ancêtre de 60 ans qui produit des raisins exceptionnels. Alors là, je palisse. Donc les raisins vont continuer à grossir et vont peser de plus en plus. Si on ne palisse pas, ça va tomber. Donc on les enroule autour du fil de fer, sinon on va abîmer la vendange ainsi que les rameaux.
Nous, on ne traite pas le sol. Déjà, vous pouvez le remarquer, nous avons de l'herbe dans le sol. Ce qui veut dire qu'on a une diversité de flore et de faune. Il y a des prédateurs, des ravageurs, mais il y a un bon équilibre. Donc ça nous permet d'éviter d'avoir utilisé des insecticides, bien sûr. Ça se autorégule. Et ça régule aussi la production. En conservant cette vieille vigne, Alexandre se démarque de beaucoup de ses collègues. Avant, la vie d'une vigne, c'était la vie d'un vigneron. Et actuellement, c'est plutôt 20 ans. Après 20 ans, il faut renouveler le vignoble. Celles-ci, elles ont 60 ans et je compte bien les garder encore. Alexandre est aussi œnologue et réalise des armagnacs originaux à 10 km du domaine familial. Il est installé à Fourcèze, un village médiéval au bord de l'Auzou. Un castelnau très étonnant, avec ses habitations en cercle autour d'une place ronde et qui fut l'emplacement d'un château primitif. Il habite une de ces maisons à colombages de chêne qui borde la place, juste à 2 pas de la tour de guet, classée monument historique. À côté de chez lui, les arcades du XVIIIe siècle ont été construites avec les pierres de taille de l'ancienne muraille d'enceinte du village. Dans sa boutique, Alexandre reçoit la visite de Chantal Armagnac, une œnologue spécialiste de l'eau-de-vie gasconne. C'est une vieille maison, donc en torchis. Voilà une particularité, il y a quelques traces de compagnonnage sur les chevrons. Absolument. Voilà. Vous voyez ? Chantal est venue à la rencontre d'Alexandre, car le jeune œnologue crée des armagnacs sur mesure. Des assemblages originaux qu'il ne réalise qu'à la demande des initiés. Donc, on va commencer par celui-ci. À la manière d'un grand parfumeur, Alexandre cherche la base de sa composition. Folle blanche 2002. Oui. Donc un petit peu. La grande finesse de la folle blanche. C'est le cépage quand même emblématique de la Ténarèse. Ceci. Alexandre propose à Chantal 6 arômes différents, aux tonalités complémentaires. Alors curieusement, moi j'allais dire, je vois quelque chose de minéral, mais oui, de tout la à fait. terre, je sais pas. Oui, voilà, ça fait un peu de tourbé. Tout à fait. Oui, donc c'est la particularité de ce cépage. Parmi toutes ces effluves, il faut maintenant faire des choix. Vous vous penchez vers où alors? Je trouve ça drôlement intéressant parce que je me dis il faut aller. Je trouve ça drôlement intéressant ce minéral alors tourbé peut-être. Donc j'ai envie de marier Plan de Grèce et Bacco. Et Bacco. Par tradition, l'Armagnac, c'est un assemblage de cépages, c'est un assemblage de différentes années. Et d'ordinaire, ce savoir-faire, c'est un petit peu dans le secret du chai, le maître de chai qui va créer ses propres assemblages. Là, le fait, ce qui est novateur, c'est que c'est en plein jour, c'est qu'on est là et c'est qu'on est soi-même acteur de cet assemblage. Moi, je me dis, c'est un petit peu rebelle, mais bon, il y a toujours des mousquetaires rebelles en Armagnac, oui. Pour moi, c'est la tradition avec un sang neuf. Alexandre, l'alchimiste, a assemblé les saveurs. Au creux de ses mains, il chauffe le mélange pour en extraire toutes les subtilités. Pour moi, c'est la Gascogne. Dedans, il y a nos champs de tournesol, mais il y a aussi nos sous-bois riches en champignons. Mais pour moi, là, j'ai du bonheur. Sur les terres des Ladevèze, il y a toute l'histoire de la Gascogne.
Cette surprenante salle fortifiée fait partie de leur domaine. Un bâtiment de défense, construit au XVe siècle, parvenu jusqu'à nous dans un état de conservation exceptionnel. Une architecture de pierre et de terre, caractéristique du Sud-Ouest. Un trésor dont Jean et Alexandre sont aujourd'hui les gardiens. Mais tu te mets pas de chapeau, rien? Non, ça va. Bon, mais je vais être à l'ombre, là. Hein. Oui, tu es à l'ombre. Autrefois, les parents de Jean louaient le bâtiment à des paysans qui l'utilisaient comme habitation. Cette maison, c'est un peu mon île mystérieuse. Je venais enfant qu'une seule fois par an. J'étais fasciné par tous ces lieux où je ne pouvais pas rentrer puisqu'il y avait ou métayer ou fermier. Après le départ des derniers occupants, Jean décide de redonner toute sa beauté au bâtiment qui l'impressionnait tant quand il était enfant. Il y a une dizaine d'années, un architecte des bâtiments de France était venu nous voir. Il nous a dit « Je vais vous aider pour restaurer cette bâtisse parce qu'elle est unique, il n'y en a plus dans la région ». On a refait totalement la charpente, la toiture et restauré les colombages. Jean et Alexandre ont restauré eux-mêmes les murs en terre avec leurs connaissances empiriques. Bonjour. Mais leur torchis s'est dégradé. Alors pour les aider, ils ont fait appel à Gérard Vivès, le meilleur spécialiste de la terre crue en Gascogne. C'est une salle de défense mais qui a été transformée en habitat. La particularité de cette salle, c'est qu'à l'origine, elle n'avait pas d'ouverture de plein pied. On ne pouvait accéder à l'intérieur que par l'étage, grâce à des échelles de cordes. Les paysans y stockaient leurs récoltes, une protection très efficace contre les attaques et les pillages. Positionnée sur une butte, elle offrait aux guetteurs une vue à 360 degrés sur les environs, permettant de voir arriver les assaillants de très loin. Grâce aux hourres, les galeries en bois construites au sommet des murs, les guetteurs pouvaient déverser du liquide bouillant ou des pierres sur leurs assaillants. À l'extérieur, au pied des murs, un glacis venait parfaire le système. Le glacis est un système de défense assez simple, donc les murs en contrefort autour donc, de la salle, ce qui permet, quand on envoie une pierre des hourres, par ricochet, elle partait vers l'extérieur, donc ce qui blesse les chevaux, les jambes, quoi. Les jambes, Voilà. Alors, prudence, hein, là, il y a des silos. Oui. Voilà. Il y a 3 silos. 3 silos. se rejoignent. Qui communiquent. Ah oui. Ces silos, nous, on ne s'en sommes pas servis, mais bon, on a entendu par les anciens dire que l'on stockait des céréales. Oui. Des céréales, peut-être aussi cacher les armes. Et moi, je m'en sers uniquement. Mon fils aussi, Alexandre, on y met la boisson. Quand on travaille ici, c'est au frais. Voilà, c'est le réfrigérateur. Voilà, bon, vous me suivez? Oui. On va aller voir le torchis. Pour refaire un panneau de torchis, Gérard leur montre comment poser des éclisses, ces montants de bois sur lesquels il accroche la terre. Presque courte, mais bon, ça va. Il faut ensuite préparer le torchis, un mélange de terre argileuse et de paille. De la paille. Mais parce qu'on fait des dépiquages à l'ancienne. Ben là, c'est ce qu'on appelle la maçonnerie de cueillette, en fait. Maçonnerie avec la terre sur place, la paille est aussi sur place. Les clisses, elles viennent de la haie, c'est assez intéressant, je trouve. C'est ça l'écologie de la construction. Depuis 20 ans, Gérard travaille la terre de Gascogne. Il a été l'un des premiers artisans à refaire des constructions en terre crue. Aujourd'hui, il enseigne son art dans toute la France. La terre devient amoureuse, c'est ça, vous connaissez l'expression. Vas-y, monte. Monte, monte. Le mélange, maintenant, est prêt à être posé. Hop là. Alors voilà, je récupère mon torchis.
On va s'installer, un de chaque côté, c'est encore mieux. Je fais un petit paquet, un petit béret, allez, un petit béret gascon, voilà, que je viens poser ici. Alors, comme il y a un petit trou là, j'aime bien incruster dans le petit trou. Tu vois, ça fait une accroche. Même dans les restaurations, on touche la terre, qu'on travaille. Ça fait partie de nous. Les gens d'ici sont des terriens avant tout. Hein. Et voilà. Le torchis, on est parti de zéro. On ne connaissait absolument rien. Alors on a regardé, on a pris conseil à droite, à gauche, mais on ne connaissait pas. Et là, je vois que c'est du travail très solide, puisqu'il a mis un peu plus d'éclisse. Ce n'est pas du toc, hein, c'est vraiment... Le garrot dirait mastoc. Non, mais c'est solide, solide. Grâce à Gérard, Jean et Alexandre vont pouvoir durablement restaurer leur salle gasconne. Mais pour l'instant, leur préoccupation est ailleurs. L'automne arrive bientôt et il faut être prêt pour l'Armagnac. Car le vieillissement de l'eau-de-vie de Gascogne commence obligatoirement dans un tonneau neuf, préparé de manière très particulière. Tous les ans, les Ladevèze font fabriquer de nouvelles pièces à Gilles Bartholomeau, le dernier tonnelier artisanal de la région. Chaque fût qu'il fabrique est unique. Donc je bloque ma première douelle avec le valet. Gilles commence par assembler les douelles, les montants des tonneaux. Un travail d'équilibriste. La première chose à laquelle on doit veiller, c'est de ne pas faire tomber le fût, quoi. De ne pas faire attention que les douelles ne tombent pas, quoi. C'est la chose la plus importante. J'arrive à la dernière douelle et il faut que j'arrive à l'ajuster, il faut qu'elle passe là-dedans, à l'intervalle qui me reste. Alors, je vais voir, je suis limite, là, faire une bêtise. Comme l'ensemble va tout tomber. Quand on monte une pièce, un fût, il n'y a pas de pointe, il n'y a pas de colle, elles tiennent simplement les unes contre les autres. Alors en principe, si c'est bien monté, vous voyez, on peut enlever l'ensemble et l'ensemble tient. Mon grand-père maternel était tonnelier et mon arrière-grand-père également. Et donc, j'ai fait un apprentissage de 2 ans chez un artisan dans le Gers, durant 2 années. Et ensuite, j'ai continué à travailler avec mon grand-père qui a fini de me former. À la chaleur d'un brasero, le tonnelier assouplit les douelles pour donner à la pièce sa forme bombée. Mais la particularité du fût d'Armagnac, c'est le bousinage. Une opération qui consiste à brûler l'intérieur du tonneau pour donner le goût et la couleur du bois au breuvage. Donc ça, c'est le plus technique à faire. Parce que si vous voulez, ça tient un peu de choses, quoi, entre l'intensité du bois que vous avez mis dans le foyer, si un jour il y a de l'humidité, si votre bois est un peu mouillé, bon, soit ça peut aller très bien, très facilement, ou alors après, c'est le bazar, quoi. Vous voyez, vous entendez? Là, c'est le fût qui brûle, hein, qui prend feu au crépitement, à l'oreille. Là, c'est bienvenu en enfer, là. L'automne est enfin là. La vendange s'est bien passée. Il faut sans tarder distiller le vin. Jean est allé chercher l'alambic mobile pour l'installer dans son chai. En distillant à la maison, il peut surveiller toutes les étapes de la fabrication de son Armagnac. Patrick Michalowski veille très attentivement à la mise en place de sa machine. Et maintenant, on pousse vers la cheminée. Redresse, 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 redresse.
C'est lui le responsable des opérations. Stop, on va regarder. Je suis un distillateur ambulant. Donc ambulant, ça veut dire qu'on déambule, on va de ferme en ferme. Le client m'appelle, me téléphone, il me dit voilà, mon vin est prêt, quand est-ce que vous pouvez venir? Donc j'arrive avec mon alambic et voilà, je distille leur vin le plus rapidement possible, toujours. Cela fait 30 ans que Patrick distille dans tout l'Armagnac. Un savoir-faire artisanal très particulier. Je fais appel à Patrick parce que bon, c'est le meilleur. Il est très soigneux, alors il fait les niveaux. Il est même emmerdant par moments avec ça. Et il a une connaissance. Il est déjà viticulteur. Alors il connaît parfaitement le métier. Non, pas loin, à côté là. Sur le papier, voilà, le papier. Voilà, très bien. Mon assistant en titre est Pierre. C'est mon fils également. Mon petit-fils de 6 ans qui adore la distillation et il tient absolument à venir avec moi distiller. C'est une affaire de famille, la distillation? Oui, puisque mon père a commencé la distillation avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, et il a toujours fait. Et moi, j'ai repris dans les années 80. Donc voilà. Et mon fils, peut-être un jour, on verra bien. Attends, Pierre, on ferme pas, hein, on va mettre du bois peut-être un petit peu. Les vocations sont rares dans ce métier saisonnier qui exige d'être présent jour et nuit pendant toute la distillation. Ils ne sont plus que 5 à l'exercer dans tout l'Armagnac. Ça lèche bien tout le foyer, tu vois. On va pouvoir bientôt faire de l'Armagnac, je crois. La mise en chauffe de l'alambic est lancée. À l'intérieur de la machine en cuivre, les tuyaux commencent à ronronner. Patrick peut maintenant remplir le réservoir avec le vin de l'année tout juste fermenté. Ces cuves là-bas, on appelle ça des cuves ou des foudres éventuellement, sont remplies de vin et on va amener tout ce vin dans l'alambic pour l'amener à ébullition. Ce vin bout et donc fabrique des vapeurs d'alcool. Ces vapeurs d'alcool, nous les refroidissons et de là, nous les amenons dans des fûts pour du vieillissement. C'est l'Armagnac. La chaleur se diffuse lentement à l'intérieur de l'alambic. Patrick et son fils doivent attentivement contrôler sa progression. Plus haut. Tu me dis que ça commence à devenir tiède. Ah. Là, c'est des vraies chaleurs alors. Elles sont où? Ça commence à cette hauteur. C'est pas très scientifique, mais le bruit de la chaudière, on entend un ronronnement dans la chaudière. Après, on touche un petit peu avec la main retournée. Et c'est des indicateurs assez bons, en définitive. Donc la température est bonne, on est à 100, pratiquement à 100. Et en réalité, 99. Donc il n'y a pas de panique si c'est à 99? Non, si on est à 99 en distillation 20, bon, c'est bon. Après 3 heures de chauffe, l'alambic commence à délivrer son précieux nectar. Voilà, Jean. Bien, hein? Ah ouais. Superbe. Distillation précoce. Et une petite note de Cologne. Oui. Un peu de carottes sauvages, c'est légèrement épicé, du pissenlit et du coin. Avant d'être mis en bouteille, les Armagnacs vont passer plusieurs années en fût de chêne. Chez Jean et Alexandre, la distillation, c'est le moment le plus important de l'année. L'occasion d'une fête autour de l'alambic. Toute la vie de Jean tourne autour de ce lieu de mémoire. Mes parents, en 1936, se sont mariés dans le chai. Le repas s'est fait dans le chai, on a dansé dans le chai. Le chai, ici, c'est ma bibliothèque. C'est mes archives, puisque bon, depuis 1976, depuis le départ de mon père, bon, j'ai distillé chaque année, j'ai archivé chaque année. On en vend un peu, bon, il faut vivre, alors on en vend un peu.
Mais on voudrait le garder parce que c'est notre vie. C'est un privilège d'être là avec tous ces gens et puis aussi des gens de tout. On échange et c'est toujours un moment très riche autour de l'alambic. Il y a toujours des choses extraordinaires qui se passent, puis des choses très vraies qui se disent. Ça, c'est important aussi. C'est notre Noël à nous, c'est l'aboutissement, la convivialité et l'amour des autres, le partage. On ne se connaît pas tous, mais je crois qu'on a, je sais pas, on a quelque chose en commun qui est la région, qui est le terroir, qui est le sol, qui est la vigne, évidemment. C'est peut-être ça, la Gascogne. Au sud de la Gascogne, les Hautes-Pyrénées. Depuis des siècles, ces pâturages accueillent de nombreux troupeaux pour la saison d'été. La pratique de l'estive est aujourd'hui en plein renouveau. Les éleveurs sont de plus en plus nombreux à conduire leurs troupeaux l'été en montagne. Certains viennent même de très loin pour faire profiter leurs bêtes de ces pâturages. C'est le cas de Stéphane Iribéry, dont la bergerie est distante de 300 km. Nous sommes début septembre. C'est l'heure du retour, après 3 mois passés en montagne. Alors que la plupart des bergers ramènent leurs troupeaux en camion, Stéphane s'apprête à rentrer chez lui à pied avec ses 500 brebis. Viens là, Angie. Un périple à travers toute la Gascogne, parfois semé d'imprévus. Arrêtez-les. Il y en a une? Non. Il y a une brebis qui n'est pas à moi, qui s'est mise au milieu, alors je vais l'attraper pour la trier, parce que les autres sont là-bas, je pense, les siennes. Elle était toute seule, là. Eh, attends. Je vais la reconnaître, hein. Faut que je lui vois la tête. Passe loin. Hé, ça y est. Par la patte arrière. Par la patte arrière, chope-la. Voilà, c'est bon. Allez-y, je vous rattrape. Stéphane est un berger atypique. Cet ancien réparateur de télévision a quitté le Pays Basque à 30 ans pour créer un élevage de brebis en Gironde. Copine. Il s'est alors lancé dans les transhumances sans aucune connaissance pratique. Et la première fois que je suis parti en montagne, oui, ça a été l'aventure. Parce que je ne connaissais pas la montagne, les brebis non plus n'y étaient pas habitués. Ça a été une année très difficile. Mais bon, j'ai persévéré, je ne me suis pas découragé. Et puis voilà, maintenant ça fait 22 ans que j'y monte. Enfin, c'est magique, quoi, hein, des endroits comme ça. Pour le seconder tout au long du chemin, Stéphane peut compter sur l'aide de Tchomin, son fils de 25 ans, avec lequel il est désormais associé. Tchomin accompagne son père en montagne depuis qu'il est tout petit. Je préfère marcher devant et lui derrière parce qu'il a plus de chiens, donc il connaît un peu mieux le troupeau, quoi. Moi, je suis devant pour surtout le guider, quoi. Parce que je connais un peu la route à force, ça fait plusieurs années que je la fais, donc je commence à connaître, quoi. Enfin, moi, j'aime bien cette façon de faire parce que c'est encore artisanal, quoi. On a encore le contact avec les bêtes et voilà, quoi. Après 5 heures de marche sur les sentiers de montagne, moutons et bergers font une pause sur le plateau de La Houlette à 1200 mètres d'altitude. Stéphane et Tchomin gardent un œil sur les bêtes qui pâturent en liberté.
Elles ont leur habitude, elles viennent ici qu'une fois par an, un après-midi, mais elles font toujours pareil. Elles vont remonter là-haut, puis tu vas voir, elles vont se coucher devant la cabane. Tchomin a hérité de son père l'amour de la vie de berger en montagne. À partir de 7-8 ans jusqu'à 14-15 ans, je restais les 3/4 de l'été avec lui. Ouais. Il me suivait, hein, non, ça s'est bien passé. Oui. Bon, on a fait quelques parties de billes, il a fallu en faire, hein, des parties de cartes. Mais bon, il était libre de faire ce qu'il voulait. Quand il a fini, quand il est sorti du lycée, il était jeune. C'est même moi qui lui ai dit au début, à 18 ans, il vaut mieux que tu ailles un peu travailler avant de s'installer tête baissée. Oh, il y en a qui me disent que je suis fou aussi. Hein. Ah ben, déjà, quand ils voient mon père travailler, ils se disent, ils ne voient pas un berger comme ça, quoi. Parce qu'eux, ils consacrent du temps à la famille, et ils partent en vacances un peu et tout, mais moi, je leur ai dit, voilà, chacun son truc, quoi. Pour rentrer à pied chez lui dans le nord des Landes, Stéphane emprunte les chemins tracés par des générations de bergers montagnards. Pendant des siècles, ces éleveurs descendaient des Pyrénées en automne pour aller aux confins de la Gironde, faire paître leurs troupeaux dans les vignes du Bordelais. C'est un peu escarpé, alors elles ralentissent, quoi. Oh, sinon, après, entre elles, elles ont quand même le pied agile. En chemin, les bergers vendaient agneaux, laine et fromage dans les bourgades traversées. Stéphane et Tchomin sont les héritiers de ces transhumances hivernales. À l'arrivée du sentier de montagne, après 4 jours de voyage, Saint-Pé-de-Bigorre est la première étape villageoise de la transhumance. Les grands espaces sont déjà loin. Il faut maintenant se faufiler dans les ruelles. On arrive à la ville. Bon, c'est encore des petites villes. C'est pas... Ici, comme dans tous les villages qu'elle traverse, la transhumance est un véritable événement. Ça va, chef, et toi? Comment tu vas? Ça va, et toi, ta santé? Ça va, impeccable. Ça va? T'en es impeccable. Et vous allez où, à Langon, là, non? À 20 km avant Langon, à côté de Bazas. Après des mois de solitude, pour Stéphane, c'est le choc du retour. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est bien. Ici, à Saint-Pé-de-Bigorre, un grand pique-nique est organisé chaque année pour accueillir le troupeau. Enfin, tout le monde nous attendait ici, et là, on monte tous ensemble jusqu'au plateau, dessus, pour aller passer un bon petit moment, quoi. De nombreux curieux se mêlent aux villageois pour accompagner Stéphane et son fils. Et à l'arrivée sur le plateau, une bonne surprise attend Tchomin. Pauline est passée dire bonjour à son berger descendu des montagnes. Leur enfant doit naître dans 3 semaines. Hein? Le bois? Non, ça allait. C'était un peu humide. On a tout préparé déjà. Comme ça, j'ai pu partir tranquille. Ouais, d'habitude je suis, mais pas cette année, quoi. Ouais. Donc là, elle vient nous rejoindre un peu. Pauline accepte avec enthousiasme la vocation de Tchomin et les contraintes de cette longue transhumance. Je le vois pas faire autre chose en même temps. Non, si, il est bien dedans et j'espère bien qu'il va continuer et qu'il va continuer à perpétrer la tradition. Après, j'aimerais bien lui donner un coup de main, pouvoir grossir le troupeau, faire plein de choses s'il a besoin. Après... D'un côté, on serait peut-être encore plus ensemble. Voilà. Il est déjà temps de repartir, car une très longue route attend maintenant le troupeau.
La bergerie de Stéphane se trouve à l'autre bout de la Gascogne, à 80 km au sud-est de Bordeaux. Route de campagne, départementale ou traversée de gros villages, rien ne ralentit la marche en avant du troupeau. La route de la transhumance va traverser 6 départements en 3 semaines de marche. Au sous-bois succèdent les champs de maïs du Béarn. À raison de 5 heures de marche par jour, la route est longue et les encouragements sont les bienvenus. Ça doit être sympa de savoir que vous allez perpétrer la tradition familiale. Il y a mon fils devant, parce que là, sur 450 brebis, il y en a 250 à moi et 200 à lui. Il est installé depuis le début de l'année. Le grand en bleu devant. Oui. Un peu plus tard, à la croisée des chemins, la transhumance offre un contraste étonnant. Ça change de la montagne, là, là le passage sur l'autoroute. C'est toujours... ça fait toujours quelque chose. À l'époque des transhumances, les bergers, ils étaient seuls avec leurs troupeaux. Moi, j'ai une équipe qui m'encadre, mais c'est pour ça que tout seul, c'est impossible à faire. C'est un truc qui n'est pas possible. Tout au long de la route, Stéphane a des amis qui l'aident à guider le troupeau. Car la transhumance emprunte des portions de route très fréquentées. Attention madame, il arrive un troupeau. Bonjour. Il y en a pour 2 minutes. Hein. Elles sont juste là, vous vous garez derrière la voiture. Il n'y a pas de souci, elles vont passer. Merci madame. Priorité aux bêtes d'abord. Mais c'est gentil, merci beaucoup. L'équipe prépare donc minutieusement les trajets et assure la sécurité du convoi. Dans le camion de tête, Jean-Luc ouvre la route. Il accompagne le berger depuis 10 ans. Si il nous arrive le moindre accident, quoi, que ce soit... Pour nous, après, ça sera terminé, quoi. Je pense que les autorisations que l'on a, on ne les aura plus. Donc, on privilégie absolument en premier lieu la sécurité du troupeau, de ceux qui les accompagnent et bien sûr des gens, des usagers de la route. Avec le développement du trafic automobile, les transhumances en Gascogne ont complètement disparu dans les années 50. Il y a eu des accidents sur la route, notamment, si je me souviens bien, du côté de Bagnères, où il y a eu des morts dans le troupeau et les conducteurs des véhicules. Et depuis, je fais attention parce qu'il arrive une voiture, et depuis, les transhumances à pied ont été interdites. Voilà, il y a des gens qui comprennent. C'est une autorisation exceptionnelle qui permet aujourd'hui à la transhumance d'exister. Merci. C'est de l'identité de notre région, puisque c'est pas nous qui l'avons inventé, ça existait déjà. Et donc, ces choses-là, il faut les conserver. Il y a beaucoup de gens qu'on rencontre, de vieux bergers qu'on rencontre sur la route, qui, je ne vais pas dire qu'ils ont les larmes aux yeux, mais presque. Tout au long du chemin, la transhumance mobilise les bonnes volontés. Il est brave, ce chien. Aux étapes du soir, les villages préparent des prés pour accueillir la caravane et les bêtes fatiguées par la marche. Pour la soirée, c'est impeccable. Il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Il y a de l'herbe, il y a de l'ombre, ça va, c'est bon. Ici, comme un peu partout, la foule se presse autour des bergers. C'est l'occasion d'organiser des marchés de produits locaux, un moment de convivialité pour Stéphane et Tchomine, qui en profitent pour vendre leur production. Mais c'est des brebis. Oui, c'est des brebis, oui. Pure brebis. Allez-y, servez-vous. Et donc là, on commence de fin décembre, début janvier à traire et on fait le fromage jusqu'en juin. Après en juillet, on les tarie pour qu'elles reprennent des forces en montagne et qu'elles se repréparent pour la gestation et la traite de l'année d'après. Donc là, je pense que l'année prochaine, si on commence vraiment de début décembre à mi-juillet, on peut arriver à faire les 3 tonnes de fromage.
Celui-là, il est moins fait, madame. C'est la deuxième année ou la troisième année que nous venons. Voilà. Tous les ans, on se replonge dans le contexte. On trouve ça très, très intéressant. De connaître les lieux, de connaître la vie des gens, voilà, la vie de ce berger, ça nous remet un peu les pieds sur terre. Là, on vend quasiment 80% de la production là, en 3 semaines en rentrant jusqu'à chez nous, quoi. Et c'est sympa quand même de voir du monde qui vient nous parler, savoir comment on le fait. Donc moi, ça m'intéresse. J'aime bien faire ce moment aussi. Et après la marche, certes, on est un peu fatigué, mais il faut quand même le faire. Et on fait ça avec plaisir, quoi. Après 25 étapes à travers la Gascogne, nous ne sommes plus qu'à quelques kilomètres d'Ayas, le village de Stéphane et Tchomine. L'eau, elle n'aime pas trop non plus. Alors là, il faut qu'elle traverse, alors il faut que les premières passent, et puis après, ça va aller, quoi. Allez! Les derniers obstacles n'arrêtent pas les brebis qui pressent le pas à l'approche de la bergerie. C'est bientôt l'arrivée et une foule de curieuses et de fidèles accompagne le troupeau. Tous les ans, on passe là. Notre parcours, on le fait là tous les ans, si on sait qu'ils sont là. Vous voyez, à 100 mètres près, on les rencontre toujours au même endroit. Depuis le temps que je voulais le faire, moi, Stéphane, je voulais le rencontrer, c'était bon truc. Puis après, pour les enfants, c'était beau, c'est super. Ouais, les brebis, elles adorent les glands. Un succès auquel Stéphane ne s'attendait pas quand il a commencé. Moi, au départ, c'était avoir un troupeau de brebis. Et après, bon, la montagne est venue se greffer dessus, l'estive. Et une fois que j'ai estivé en camion, après, j'ai dit pourquoi ne pas le faire à pied. Bon, ça a été une galère pour monter, pour commencer, quoi. Mais bon, maintenant, on est parti, on est rodé. Alors, tant qu'on aura les autorisations, on continuera. Angie! Voilà, ça y est, on rentre chez nous. On a passé le panneau. Et donc là, on va retrouver tous les amis, les proches. Voilà, avec un petit air de nostalgie quand même d'avoir quitté la transhumance. Mais bon, on le refera l'année prochaine. Ah, il y a du monde, comme tous les ans. C'est émouvant. Ah, mais ça fait quelque chose quand même, de rentrer chez soi et de voir qu'il y a autant de monde qui suit cette tradition. C'est sympa, moi j'aime bien. On est content, c'est notre village. De plus, moi je suis né ici à la ferme, donc ça fait plaisir. Au village, les bergers sont accueillis en héros. Cette année, ça a été. Oui, les bêtes sont arrivées en bon état, tout, ça va. Moi, je suis pas mécontent. Demain, ça va être un peu repos quand même pour les brebis. Et puis, on va attaquer à tondre. Après, il faut les tondre. Alors, mardi ou mercredi, on va attaquer la tonte. Voilà. Et ça recommence. Hein. L'année prochaine, Tchomine et Stéphane reprendront la route pour conduire une nouvelle fois leur troupeau à travers les terres de Gascogne.